Ok, bon, donc on vient de le dire, les stats, on est bon. Maintenant, on va rentrer sur, on va dire, le creux du débat, c'est-à-dire ce qui nous intéresse un peu plus, la sensibilité foot. Donc, on va s'arrêter sur 5 points, comme on l'a dit au début de cette vidéo. Le charisme, l'importance du joueur dans l'équipe, la régularité, la durée du prime et le fait majeur. Si on te demande spontanément, allez, on va commencer par le charisme. Parle-moi un petit peu du charisme de Wesley Sneijder. Allez, fais-moi son éloge de son charisme. Je vais être direct. Sneijder, c'est killer instinct. Il a une aura dans les moments clés où il faut mettre KO l'adversaire. Voilà, on l'a vu décisif. Tout à l'heure, tu parlais du Barça, on parlait des matchs avec le Bayern, mon Coupe du Monde. C'est le joueur qu'il faut au bon moment, quoi. Ozil, à côté, c'est l'élégance, c'est la vision du jeu, mais c'est un profil un peu plus introverti. Et déjà, le fait d'être introverti le met un peu en retrait dans la comparaison, je trouve. Rien que ça. Ok, non, mais ça me va. Après, pour moi, je vais compléter ton portrait. Pour moi, le charisme, il en a vachement en Sneijder, parce que arriver à exister dans une équipe des Pays-Bas où t'as des Robben, des Van Persie, des Van Bommel et tout un tas de gars comme ça, franchement, bon courage pour arriver à t'en sortir. Et lui, on le voit sur la photo là que tu es en train de partager, il finit même avec le brassard de capitaine. Donc on parle vraiment d'un gars charismatique, il est quand même présent. En 2010, il n'y avait pas encore David et Seedorf? Non, David c'est fini et Seedorf avait arrêté sa carrière internationale. D'accord, ok. Donc il est vraiment seul. Il est vraiment seul. Là, pour ce débat, je vais pas te dire que tu le gagnes d'emblée, mais est-ce qu'on peut dire vraiment que Mesut Özil il est charismatique? Je pense pas. Vraiment. C'est pas du tout le premier mot qui te vient à l'esprit quand tu dis. Ah ouais, tu vois. Donc ok, il va être très élégant, il va être très beau à voir jouer, on a déjà pu en parler, il va être efficace, esthétique, tout ce que tu veux, mais charismatique, non, là le bonhomme, il est pas charismatique une demi-seconde. Tu le vois dans un vestiaire, il est là, il est pas là, franchement, tu sens pas vraiment la différence. Là où on parle d'un Sneijder, comme on a dit, qui a un gros caractère, qui a pu s'embrouiller avec certains de ses coéquipiers. Ouais, non, pour moi, le gars charismatique là-dedans, c'est Sneijder. Donc là, le débat sur ce point-là, c'est même pas qu'il n'existe pas, mais si, il est très très vite fait. On est d'accord? Ouais, d'accord là-dessus. Je te donne 2 points, donc ça va. Je pense que tu vas plutôt être d'accord. Ouais, il est prêt, c'est bien. Bon, alors par contre, là, on va parler de l'importance dans l'équipe. Alors, importance dans l'équipe. Là, par contre, Mesut Özil, pour moi, il a vraiment son mot à dire. On n'est plus sur le gars, effacé. Importance dans l'équipe. On en a parlé depuis tout à l'heure. Son rôle de passeur et son rôle de dernier passeur fait de lui qu'il est forcément ultra important dans une équipe. Le passeur, pareil que le buteur, t'en as absolument besoin. Donc pour moi, il est fondamental pour son équipe. Sneijder, pour toi, c'est pareil? Oui, forcément, il est important dans son équipe, mais avec un autre axe. Parce que du coup, Sneijder, il est au cœur du projet de Mourinho sur 2009-2010, et il est leader de la sélection en 2010. Encore une fois, cette année incroyable. En plus, c'est augmenté par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, le fait d'exister réellement entouré de tous ces monstres néerlandais. À côté, Özil, c'est un joueur majeur, mais il est un peu plus serviteur du coup parce que passeur, quoi. Tu vois. Et du coup, serviteur d'attaque plutôt galactique. Donc c'est pour ça que je le mettrais un peu en retrait par rapport à Sneijder. Encore une fois, parce qu'on a affaire à un profil buteur qui est encore un chouïa plus décisif que le passeur. Enfin, tu vois, c'est après, c'est la question de tes coachs. Un positionnement, quoi. Ouais, non, ça, par contre, impressionnant, ça, aucun souci, ça, on va être d'accord. Mais toi, tes coachs, hormis notre débat, vraiment, tes coachs, t'as le premier nom que tu dois mettre entre les deux sur ton 11 titulaire. Vraiment, le plus honnêtement possible. Vraiment. Ousmane Dembélé. Tout de suite. Non. Non, écoute, Sneijder.
Schneider, parce que c'est lui qui marque mes buts et qui, en plus, il est très bon dans le registre de la passe. Donc, si j'ai un choix à faire, je prends Schneider d'emblée. Bah ouais, mais moi j'ai envie que mon équipe elle puisse produire du jeu, elle puisse être efficace. Et le foot, c'est pas uniquement que tirer au but, c'est aussi faire avancer le ballon, tourner. Enfin, ouais, je comprends bien. Mais pour moi, enlever Özil, en fait, je suis même pas sûr que l'Allemagne, on va dire dans son ensemble, va jusqu'au bout en 2014. Je pense pas que elle produise ce type de jeu. Et puis, est-ce que le Real de Mourinho, alors oui, le Real de Mourinho gagne pas de Ligue des Champions, gagne pas tout ça, mais n'empêche que ce Real de Mourinho, il est quand même vachement beau. Et si t'enlèves un Özil, ok, t'auras toujours la magie de Cristiano Ronaldo qui marque ses buts. Mais par contre, les fameuses passes qui sont indispensables, bah tu vas les perdre. Pour moi, non, on peut pas lui enlever autant le charisme. Vas-y, pas de problème. Ah, c'est bon, je me perds pas. Mais pour moi, importance dans l'équipe, ah non. Là, on va pas me dire que Mesut Özil, il était moins important. Hein. Non, monsieur. Non. Moi, je pense que Sneijder a plus de valeur ajoutée quelque part parce qu'il est décisif justement devant le but. Pour gagner des matchs, il faut que tu marques des buts. L'autre t'aide à en faire marquer, mais Sneijder a la particularité d'être un tueur. Donc, c'est quoi normalement en prendre un. Je devrais pas faire ça normalement parce que je défends Mesut Özil. Mais il y a un argument que tu sors pas depuis tout à l'heure et je suis obligé de le sortir pour toi. Je suis obligé. C'est qu'en plus, cet enfoiré de Sneijder, il mettait des coups francs, mais tellement dingo que oui, l'importance elle peut se jouer sur le coup de pied arrêté, l'importance aussi. Ouais, il mettait des frappes soudaines un peu flottantes parfois, même travaillées, qui retombaient un peu dans la lucarne. Enfin, c'est exceptionnel ce joueur. Moi, j'ai souvenir d'un but exceptionnel de Sneijder quand il était à l'Ajax. Tu dois l'avoir en tête. Je sais plus qui lui fait la passe. Il part sur la gauche. Tu penses que le gars, il va envelopper pied droit à la théorie. Non, il fait extérieur à part en lucarne. Même le nombre de passes qu'il a fait de l'extérieur dans la course comme ça, là, enfin. Exactement. T'as raison. Ce type de but-là, on va dire, c'est ce qu'a pas Özil dans la panoplie. En fait, Özil, il est tellement dans le côté esthète que peut-être que cette efficacité-là, en fait, il est pas en capacité d'être peut-être un peu clinique, un peu froid, ou même ne serait-ce que d'envoyer la frappe de 20, 25, 30 mètres. Je dis pas qu'il l'avait pas, mais il la tentait jamais. Là où un Sneijder, dès qu'il avait la possibilité, il était à peu près dans la position, il t'envoyait des pétards, mais des trucs, et des coups francs. Franchement, il en a mis vraiment pas mal. Voilà, si on doit déterminer l'importance dans l'équipe, pour moi, je te dis, le coup de pied arrêté, c'est important. Tu peux débloquer des matchs là-dessus, que ça soit un corner, que ça soit un coup de pied, un coup franc direct. Donc, ce qui est intéressant dans le profil de Sneijder aussi, j'ai regardé quelques vidéos quand même avant cette émission. Et ce qui est intéressant quand tu vois justement les vidéos highlights, là, un peu résumées, un peu rapides, tu peux très vite voir de tous les points de frappe, en fait, d'où il tire. Il tirait de n'importe où, en fait, ce gars. Oui, c'est ça. Face au but, à droite, à gauche, dans la surface, de loin, même, il tentait sa chance, excentré, il n'y avait pas de règle, intérieur, extérieur. Comme ça vient, ça rentre. Il était vraiment doué, le gars. Même la qualité des frappes. Tu voyais des fois des balles, tu vois, un peu flottantes, un peu, voilà, du Nino, là, sur ses longs coups francs, ou des passes enveloppées, ou même la grosse mine en pleine lucarne. Il n'y avait pas de, il est même capable de jouer assez fin, avec des déviations, des petites balles piquées. Il avait toute la panoplie du joueur parfait, ce mec. Ah oui, c'est-à-dire c'est pas que ce gars qui pouvait t'allumer le pétard ou te marquer le but, mais à la différence, il a moins ce côté artiste, je trouve, qu'un Özil qui va chercher à chaque fois peut-être, je te dis, ce fameux geste pur, geste parfait, décalage idéal. Enfin, tu vois, il y a un côté un peu perfectionniste chez Özil, balle au pied, que je retrouve pas chez Sneijder. Et pourtant, Sneijder, c'est pas un rustre, balle au pied, loin de là. Hein. Mais il a moins ce côté, artiste
qu'un Özil. Moi, j'avoue, je suis plus sensible à ce type de joueur-là. Ça peut être très frustrant, un Özil, parce que à certains moments, il faut être très clair, le gars peut sortir de son match, peut sembler pas concerné et pas chaud. Là où un Sneijder, normalement, vu son activité et son style de jeu, tu le voyais toujours. Bon, après, ça a pu lui arriver de disparaître. Mais Özil, par contre, sur un geste, pour moi, il te fait peut-être lever encore plus haut de ta chaise qu'un Sneijder, grâce à ses frappes, grâce à ses coups francs. Moi, c'est ma sensibilité. Maintenant, après, c'est pareil. La sensibilité, on en a tous une différente et la sensibilité foot est différente. Mais là, tu vois, plus on fait le débat sur cette fameuse importance dans l'équipe, premier degré, je vais avoir du mal à te donner le point. Pour moi, c'est kiff-kiff. Pour moi, c'est kiff-kiff parce que pour les raisons qu'on a données, ils sont aussi importants l'un et l'autre dans leur équipe. Ouais, c'est vrai. Moi, la seule chose que j'arrive à avancer pour départager, c'est le fait que l'autre soit plus décisif et qu'il marque plus. Sinon, ils sont tous les deux aussi importants, quoi. C'est ça. Donc, je pense que pour ça, pour cette importance dans l'équipe, allez, serrons-nous la main et partons à égalité et passons sur l'autre. L'autre catégorie, c'est la régularité. Alors là, régularité, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, c'est des gars que, spontanément, je pense qu'ils auraient pu jouer un peu plus longtemps. Je pense l'un et l'autre, ils auraient pu jouer un peu plus longtemps. Mais est-ce que l'hygiène de vie ou est-ce que la motivation était là? Je suis pas sûr. Je doute un petit peu. Et sur la régularité, alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, 16 et 17 ans de professionnalisme, on est sur les mêmes doses. Par contre, l'argument qu'on a sorti tout à l'heure avec le Ballon d'Or, il y en a un qui est 4 années de suite classé dans le Ballon d'Or, là où un Sneijder ne l'est que 2 fois. Sneijder, on a beaucoup parlé de sa période 2010 de l'Inter, mais il passe à Galatasaray et après à Galatasaray, je pense que son prime il est redescendu. Donc la régularité pour moi, elle irait plus pour un Özil qui a fait Real, Arsenal, a été, on a dit, meilleur passeur dans tous les championnats dans lesquels il est passé, dans toutes les compètes. Pour moi, la régularité, elle est pour Özil. Pas vraiment de débat là-dessus. Hein. Effectivement, Özil, il garde un haut niveau créatif. En plus, on peut dire ça comme ça, de 2010 à 2016. Là où Schneider est vraiment bon sur 2009-2010, qui réduit du coup l'écart. Et puis après, il y a un niveau variable de Schneider avec ses blessures. Et les usages aussi tactiques, hein, il n'est peut-être pas toujours utilisé au meilleur poste. Donc globalement, on a un avantage Özil sur la longévité au niveau. Voilà, je pense. Pas de débat là-dessus. Je pense qu'on va être d'accord. Là maintenant, on va parler il nous en reste 2 pour terminer notre évaluation. La durée du prime. Alors c'est ce que je précise à chaque fois. Les histoires de prime qui durent 10 ans. Non, là pour le coup, on parle vraiment du prime. Donc c'est-à-dire, pour toi, c'est combien? C'est 1 an, 2 ans, 3 ans pour un Sneijder. Tu l'évaluerais comment? Cette fameuse année 2010? Ouais, 2009-2010, c'est ça. Hein. Enfin, comment veux-tu cibler une autre année, une autre saison? C'est là où il est au top du top. Il gagne tout, il truste tout. Même dans le Ballon d'Or, il est nommé à une bonne place. Enfin, et c'est vraiment cette année 2009-2010 où il est vraiment au meilleur de ses carrières. Toi, pour toi, c'est 1 an. On va dire, c'est cette année 2009-2010 avec tout ce qu'on vient de décrire qui est son prime. Et derrière, on n'a pas retrouvé un Wesley Sneijder de ce niveau-là. En fait, il a été bon pratiquement tout le temps. Mais l'année phare où il rafle tout, c'est 2010. Donc, un petit peu comme la comparaison qu'on pouvait avoir sur un autre débat avec Donnarumma, il a été plutôt bon à sa manière quelques années, mais cette année 2025 c'est que on le met dans l'équipe avec un statut de légende du PSG parce qu'il gagne la coupe et parce qu'il a été acteur majeur. C'est un peu ça. Il a été plutôt bon partout où il est passé, même après. Hein. Mais 2009-2010 c'est l'année où il rafle tout. Comment ne pas considérer cette parenthèse là comme étant son prime? Tu vois, clairement. Là, et malheureusement, les années d'après, il a pas réitéré, tu vois, et donc forcément, c'est ça. Quoi. Alors,
je vais pas te dire moi spontanément que forcément le prime de Özil il est plus long parce que oui. Après, en fait, le problème dans cette question, c'est que la durée du prime, en fait, elle peut nous aider pour déterminer, on va dire la valeur du joueur. Mais par contre, on va dire, est-ce que Özil dans sa carrière fait cette fameuse année 2010 avec tout ce que ça comporte, médiatiquement, sportivement et tout ça, ou est-ce que Özil, en fait, son prime, pour moi, est peut-être un poil plus long, mais peut-être moins impressionnant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pour moi, il est un peu plus long parce qu'on l'a dit, Sneijder, après 2010, c'est pas qu'il éteint la lumière, mais on le perd un peu progressivement. Et puis transfert à Galatasaray, oui, factuellement, on le perd un petit peu. Là où en Özil, il est transféré au Real en 2010, il est déjà très très fort. Et jusqu'à 2012, pour moi, il est encore de très très bon. Il est meilleur passeur de la Ligue des Champions, meilleur passeur de la Liga. Et pour moi, ça dure 2 ans. Maintenant, peut-être que, comme je viens de le dire, en termes d'intensité, le prime de Sneijder est au-dessus. Donc à l'arrivée, pour moi, je mettrais égalité. Je mettrais égalité entre les deux. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est peut-être plus long, mais l'autre qui a été plus intense. Donc à l'arrivée, pour moi, ça s'annule, ça fait kiff. J'accepte le match nul parce que très clairement, moi, je l'aurais pas donné gagnant Schneider là-dessus, mais je prends le point du nul volontiers. Je prends, donne. C'est beau. Bon, allez, maintenant, il nous reste la dernière. Donc, là, c'est le fait majeur. Donc là, après tout notre débat, plus d'1 heure sur le cas, là, tu te dis quoi? Le fait majeur pour Sneijder, quand tu entends ce nom-là, c'est quoi? C'est année 2010? C'est meilleur buteur de la Coupe du Monde, c'est le triplé, c'est quoi son fait majeur, son fait max? L'année 2010, c'est tout ce qu'elle résume, hein. Le triplé, la Coupe du Monde, meilleur buteur, finale. T'imagines s'il gagne cette finale? C'est une année phénoménale. Ah bah là, il a le ballon d'or, hein. Là, pour le coup, il a le ballon. S'il a pas le ballon d'or et qu'il gagne la finale de Coupe du Monde, là, franchement, c'est un sacré scandale. On se parle même pas aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, je pense que t'as raison. On va dire ce fait d'armes, c'est sacrément costaud. Moi, je vais avoir comme fait d'armes. Alors, je pourrais prendre des trucs dans le palmarès, je pourrais prendre ceci. Mais pour moi, c'est les titres de meilleur passeur dans toutes les compétitions dans lesquelles il est passé et qui montrent que ce mec-là, il a pas été bon juste une fois, une année. Il a été bon sur plusieurs années, sur plusieurs compétitions et à être quasiment, parce que ça on n'en a pas parlé, mais peut-être le meilleur dans son domaine pendant sa période. Est-ce que peut-être Mesut Özil est le meilleur passeur des années 2010? Il mériterait d'être posé parce que t'as des Xavi, t'as des Iniesta, t'as des Messi, t'as des mecs comme ça, mais franchement il a rien à leur envier dans l'art de la passe, hein, Mesut Özil. Donc pour moi c'est ces titres de meilleur passeur partout qui font que ouais, on parle d'un gars sacrément fort. Maintenant, est-ce que c'est plus important que d'avoir fait triplé et faire finale de Coupe du Monde? Je sais pas. C'est un peu ça. C'est un peu le fil rouge de toute l'analyse. Cette année 2010, elle cristallise beaucoup de choses, tu vois. Est-ce que Özil a plus de passes décisives et donc plus d'influence créative? Alors oui, sur la durée, mais à son pic, Schneider, il marque et il décide du chaos et en plus il empile les titres. C'est ça qui est intéressant. Là, il a su être décisif face à Barça, Bayern. Il a porté la sélection. C'était une année phénoménale en fait quand tu regardes bien. Surtout qu'en plus en 2010, souvent on a coutume de dire que cette Ligue des Champions était quand même assez défensive. Justement, tu vois, quelque part être dans un cadre tactique qui est assez restrictif, du coup, le fait d'arriver à créer et à trouver la bonne passe et justement la lumière à travers tes buts, fait que la passe clé en finale, elle a toute son importance à Milito là, tu vois. Okay. C'est lui qui fait la passe décisive à Milito en finale de la Ligue des Champions.
Ok, non, non, mais de toute façon, tu voudras pas lâcher le steak. Là, je l'ai bien compris. Là, j'ai bien compris le fait majeur. Là, j'ai entendu. Pourquoi ça? J'ai entendu. Bon, eh ben, écoute, vu que moi non plus, sur le fait majeur, je veux pas lâcher non plus. Bah, écoute, on n'arrive pas à s'entendre. On va rester à égalité. Alors, le seul souci, c'est que dans cette petite vidéo, c'est bien génial. Mais en fait, je me suis fait un peu avoir. J'ai pas noté les points. Donc, évidemment, hein, tout est enregistré et tout va être consigné. Donc, dans la vidéo, vous allez savoir qui a réellement gagné ce fameux à son prime, tu choisis qui. Mais là, au moment où on parle, à moins que tu aies noté secrètement, mon copain, mais je pense qu'en fait, on n'a pas la réponse. Donc, Je pense que Schneider, il est devant de pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense qu'en plus, je crois que tu as raison. Mais on va laisser encore un petit suspense et je mettrai un petit message à la fin de cette vidéo pour évidemment préciser les stats et qui a remporté ce débat. Donc, c'est bien Wesley Sneijder qui remporte ce à son prime, tu choisis qui. Au bilan des stats, 2,5 pour Mesut Özil, 3,5 pour Wesley Sneijder. Bilan sensibilité, 2 points pour Özil, 2 points pour Wesley Sneijder. Mais au bilan final, ça nous fait 4,5 pour Mesut Özil, 5,5 pour Wesley Sneijder. C'est bien donc le Hollandais qui remporte ce à son prime, tu choisis qui. Donc je te remercie. En tout cas, merci à toi, mon copain, d'avoir participé à ce débat qui était bien enflammé. Et franchement, tu nous l'as bien défendu. Tu nous as bien défendu, Sneijder. Là, franchement, t'as été sacrément costaud. Et tu reviens quand tu veux au FC Copain, tu le sais, t'es à la maison. Avec plaisir, Jai. Bon, et puis bah nous, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Dites-nous si pour vous, c'est Mesut Özil ou Wesley Sneijder qui est le meilleur à son prime. Et puis vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.